Fayard. Plus de 70% de la communication interpersonnelle passe par le non-verbal. Autrement dit, le message que nous transmettons à l'autre passe bien plus par le geste, le regard, les mimiques et nos attitudes. Et puis ce n'est pas tout. Le corps émet consciemment ou inconsciemment des signes de séduction. Mais il dit aussi nos fermetures et nos résistances. Et c'est bien là le problème. Comment devenir plus conscient des messages que nous envoyons et comment interpréter le code de l'autre? Ces deux questions sont au cœur de la recherche de Maxence Brulard, caractérologue et graphologue. Depuis une vingtaine d'années, il anime cours, conférences, séminaires sur le thème de la science du caractère et la communication non verbale. Il a participé à de nombreuses émissions radio-télé. Il a également publié un livre il y a quelques années qui a pour titre Ces gestes qui séduisent. Je suis ravie de le recevoir cet après-midi dans Chemin de vie. Antonin Barre est à la technique. Bonjour à tous. Bonjour Maxence Brulard. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors graphologie, plus de 10 000 études, si je suis bien renseignée sur ce que vous avez fait. C'est correct, oui. Une vingtaine d'années, c'est juste? Oui, c'est ça, 20-25 ans environ. Caractérologie, communication non verbale, vous utilisez donc ces trois techniques essentiellement, vous faites du coaching aussi avec tous ces outils. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces trois approches? Elles sont reliées par une science majeure qui pourrait se comporter un peu comme la tête de ces sciences et qui s'appelle la caractérologie. En fait, ce sont des sciences qui permettent de révéler le caractère et donc l'écriture, le geste, le visage, la respiration et la posture sont en quelque sorte les instruments de cette grande science qu'on peut voir comme le gouverneur de ces plus petites mais quand même aussi assez importante science. D'accord, mais il faudrait définir ce qu'est le caractère, parce qu'au fond, on se demande si le caractère est quelque chose d'inscrit profondément, ça veut dire gravé, caractère. Oui, c'est ça, donc le mot caractère veut dire signe gravé, exactement. Voilà. Donc si on va au plus profond du sens, on a le signe qui est un sens, donc une orientation dans l'espace et dans le temps, et puis il y a la gravure. Et en fait, la gravure, eh bien, c'est nous, c'est le corps. Donc le caractère, c'est un destin de vie, si on peut dire, une mobilisation des énergies peut-être plus spirituelles ou psychiques dont nous disposons et qui vont se manifester à travers les expressions du corps, les mouvements du corps, les signes du corps, les expressions du corps. C'est ça le caractère. Il y a donc, comme vous le disiez très justement, deux sortes de caractères, les caractères acquis et les caractères innés. Et là, il y a les deux forgent le caractère. Les deux forgent le caractère. Définissent le caractère. Nous naissons avec une structure donc constitutionnelle qui nous détermine et nous agrégeons des caractéristiques au fur et à mesure de notre développement embryonnaire déjà et ensuite post-embryonnaire, enfantin jusqu'à l'état donc adulte et encore après aussi nous engrangeons ce qui fera que lorsque nous serons morts, on dira il avait un caractère plutôt emporté, plutôt taciturne, plutôt donc impulsif, extraverti, introverti. Tout ceci, ce sont des caractères. Ce que nous engrangeons, c'est l'expérience, c'est la connaissance. Ce que nous engrangeons, c'est deux fonctions, deux formes. C'est le savoir. Oui. Nous engrangeons du savoir. On peut avoir du savoir sans expérience. C'est vrai. Et nous pouvons aussi engranger des expériences sans beaucoup de savoir. Il y a des saints qui sont donc tout à fait incultes, mais qui sont néanmoins des saints grâce à leur expérience extraordinaire. Et donc on peut aussi avoir beaucoup de savoir comme un érudit brillant dans une bibliothèque et n'avoir aucune expérience de la vie et donc incapable de cueillir une fleur à quelqu'un qu'on aime, par exemple. D'accord. Parce que je vous pose cette question, évidemment, il y a toujours cette idée, ce que nous sommes, est-ce que c'est à ce point gravé que l'on ne peut se changer? C'est-à-dire, je veux dire par là, lorsqu'on dit je suis colérique ou je suis sentimentale ou je suis fleur bleue ou je suis telle ou telle chose, on se définit, mais en fonction de quoi? Est-ce que, autrement dit, est-ce que c'est marqué de façon indélébile? Alors là, je vais vous répondre avec un exemple qui est peut-être très justement physique et qui est visible pour tout le monde.
Si on regarde un visage ou un corps, il y a une ossature. C'est la structure. Ensuite, vous avez une musculature qui met en mouvement cette ossature. Et enfin, vous avez un appareil épidermique qui permet de capter l'environnement et dont le cerveau s'enrichit pour ensuite se nourrir. Entre ces trois appareils, vous en avez un qui est permanent. L'ossature est permanente. Même si vous essayez de la mobiliser en changeant un nez, vous allez garder une structure crânienne relativement permanente. Dans ce sens-là, on peut dire que ces caractéristiques qui se révèlent par l'ossature, d'ailleurs on peut les étudier, sont permanentes. Et là-dessus, il y a des caractéristiques impermanentes. Et là, c'est le jeu du muscle. Alors effectivement, une expression de visage change dans une vie. Change après un choc affectif ou émotionnel, ou bien donc peut se transformer, ne serait-ce que par les différentes expériences même de travail, de profession ou de lieu de vie. Dans un pays chaud, on va dilater son visage. Dans un pays froid, on va rétracter. Si on voyage, peut-être que ce visage va se marquer des différentes impressions vécues. Et là, on a peut-être l'explication qui donne ce qu'on peut atteindre à un niveau plus spirituel, c'est-à-dire effectivement, donc spirituellement aussi, on a cette démarche. Maxence Brûlard, quand on dit, on est très intéressé dans notre société moderne par le changement. D'abord par le mouvement, par la flexibilité. Ce sont des valeurs fortes aujourd'hui dans la société. Bouger, changer, être flexible. Qu'est-ce qui change en nous quand on arrive à changer quelque chose? Et est-ce qu'on se change? Certains disent qu'un grand sage arrive juste à changer 2 millimètres de son nez. Il est déjà un grand sage. Bon. Ah oui, d'accord. Alors, vous voyez, mais je me demande si vraiment on change. J'ai l'impression plutôt qu'on trouve en soi ce qu'on a occulté ou ce qu'on a donc négligé ou ce qu'on n'a pas vu ou ce qu'on n'a pas compris. Donc je me demande si vraiment ce qu'on appelle le changement vraiment personnel dans l'idée d'un développement personnel, ce n'est pas les retrouvailles avec l'essence la plus intime de nous, intrinsèque, qui était celle qui existait juste au moment où nous avons été conçus. Alors est-ce que nous changeons vraiment? Peut-être que nous avons l'illusion de changer, mais cette illusion de changer est-elle vraiment un changement? Ça, c'est une grande question. Extérieurement, nous changeons, c'est sûr, et nous évoluons. On doit faire vraiment une différence entre évoluer. Nous passons tous par l'enfance, l'adolescence, donc la maturité, la vieillesse. Ça, c'est évoluer. Et beaucoup de personnes confondent donc évolution et changement. Alors un changement, pour ma part, c'est une mutation, une transformation d'énergie. Et là, effectivement, il y a des personnes qui arrivent dans une vie à changer 1, 2 ou 3 fois. On reviendra peut-être sur cette notion de changement. J'aimerais maintenant définir avec vous ce qu'est la communication non verbale. C'est quand même une de vos passions, c'est une de vos recherches. Qu'est-ce qu'on appelle la communication non verbale? J'aimerais qu'on explore un petit peu ce C'est un thème qui est né en Amérique d'abord, la communication non verbale. Et en fait, on a voulu dire par là tout ce qui s'exprime par le corps, par le geste, par la démarche, par la posture, et ensuite qui permet de comprendre l'autre au-delà d'un message qui est intellectuel, qui a un sens sémantiquement, donc un discours en quelque sorte. Donc on se rend très bien compte que deux personnes en présence, même si elles ne disent rien, peuvent donc communiquer un océan d'états intérieurs et même de certains types de savoir intellectuel. Il y a un tas de signaux qu'on peut faire. Les singes nous montrent très bien exemple. En particulier les bonobos sont très très forts et intéressants pour nous montrer déjà toute une sémiologie par laquelle ils communiquent. Et on a fabriqué, ne l'oublions pas, 26 muscles dans notre visage uniquement pour émettre des signaux. C'est très important de se rendre compte que sans rien dire, on peut pratiquement communiquer quelque chose. Heureusement qu'on ne sait pas, qu'on anime 26 muscles lorsqu'on parle, lorsqu'on regarde, lorsqu'on sourit. 26 muscles poussiers. Parce que sinon, je m'inquiéterais beaucoup de savoir que je dois m'occuper de tout ça. C'est vrai, mais d'un autre côté, être conscient, ça permet aussi d'être plus, je dirais, en harmonie ou en synergie avec ce qui est à l'intérieur et qui sort à l'extérieur. Donc. Alors justement, le langage non verbal, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, oui. Le langage non verbal, il est fait de codes. Comment est-ce qu'on a mis en place un code du corps et des gestes et des attitudes? Il n'est pas encore mis en place parce qu'en fait, l'intelligence émotionnelle, les chercheurs en Amérique sur l'intelligence émotionnelle cherchent à mettre en place un code, mais ils n'ont pas trouvé. Mais à mon avis, le plus grand caractérologue à notre époque, qui n'est peut-être pas connu sous ce nom, c'est Darwin. Si vous lisez son dernier livre s'appelle L'expression des émotions. Et pendant 400 pages, il tente de comprendre du mouvement de la poule, du chien, donc du singe et de toutes les peuplades du monde, ce que veulent dire un sourire, un rictus, un ricanement,
un pleur, un tressaillement du menton, une flexion de la paupière, un bouger de la bouche. Et il arrive très très bien à décrire ça avec une très grande rigueur et en même temps avec beaucoup de couleurs. Donc on peut se dire que on peut partir de cette base-là pour investiguer et pour trouver un code de base. Ensuite, il y a eu le prosopologue Hermiane qui a fait un énorme travail extraordinaire pour codifier ces expressions en mettant une fonction psychologique à chaque muscle précisément du visage. Et ensuite, si on est très intéressé à ces questions, on se rend très bien compte que le corps est un effet de l'esprit. À ce moment-là, toute fonction du corps montre une fonction de l'esprit. Par exemple, la marche, c'est l'ambulation. Et quand on dit à quelqu'un, vous avez une démarche qui me fait penser ceci, on dit aussi qu'on a une démarche intellectuelle, on a aussi une démarche de l'esprit, on a une démarche de la conscience et on a une démarche physique. Pourquoi serait-elle donc véritablement séparée? Un observateur très rigoureux et très attentif peut très bien voir, d'après une démarche de quelqu'un, comment un peu il pense sa vie. Est-ce qu'il la pense en pas long? Est-ce qu'il la pense rétrécie? Est-ce qu'il la pense écartée? Est-ce qu'il la pense chaloupée? Est-ce qu'il la On peut pense penser flexible? chaloupé? Bien sûr, parce qu'il y a joli, certaines ça. personnes qui ont un mouvement relativement ballant et relativement, je dirais, relax et qui vont de droite et de gauche et qui ne sont pas rigoureux comme des militaires dans leur démarche. Alors c'est plutôt chaloupé parce que une chaloupe, évidemment, est mue par les vagues. Donc il y a ce côté chaloupé. D'ailleurs, il y a même des danses de ce sens-là. Ouais. On peut voir ça comme ça. Donc en voyant bouger quelqu'un, on peut imaginer ce qu'est sa structure de pensée. Plus qu'imaginer. On peut qu'imaginer. voir. On peut voir, on peut percevoir. on rentre comme dans un scanner, vous voyez, profondément. On va approfondir ça, bien sûr. Oui. Mais je veux reprendre ceci, déjà cette étape-là de la conversation. Ce qui est difficile, c'est lorsque la personne a une intention verbale et dit un certain nombre de choses et que elle manifeste autre chose au niveau du langage du corps. Et ça, même si nous n'en sommes pas conscients, il nous arrive régulièrement de se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes d'accord avec ça? Totalement. Ça veut dire donc que notre intelligence relationnelle perçoit ces la preuve incohérences. même de l'importance de la communication non verbale. Vous en faites la preuve et la démonstration, surtout vous, dans votre métier, où vous êtes tellement aigu sur la perception de l'autre. Il est évident que lorsqu'un discours n'est pas en synergie avec le discours donc non verbal, avec le discours du corps, il y a un hiatus, il y a une rupture de cohésion. Et cette rupture de cohésion, c'est tout l'artifice que les êtres humains savent prendre pour séparer la pensée du mouvement d'intelligence du corps. On va voir comment est-ce qu'on peut repérer ce genre de séparation. Quelqu'un m'a dit c'était Carla Bruni. Belle voix, qu'est-ce qu'on peut dire là de ce langage non verbal au-delà des mots magnifiques? Elle a écrit elle-même, je vous signale, Maxence Brulard. Ça fait partie de la cartologie, c'est un langage de la phonation. Oui. Et dans les variables du son, alors on peut découvrir aussi un océan de choses, donc de signaux et d'informations. Absolument. Alors qu'à présent, il y a une sensualité qui est très émotionnelle. C'est pas une sensualité brute et lourde, bestiale, mais c'est une sensualité vraiment passée au filtre d'un clavier d'émotion qui est fin, qui est délicat, qui est racé, qui n'a pas de vulgarité. Donc il y a une sorte d'aristocratie dans son discours non verbal, phonatoire. C'est agréable à entendre. Maxence Brulard, lorsqu'on s'intéresse, comme c'est votre cas depuis plus de 20 ans, à ce thème de la communication d'une part, mais de la communication non verbale et du langage du corps, d'où cela vient-il? Qu'est-ce qui vous a d'abord accroché dans ce thème? Eh bien, d'abord le fait que je suis né dans un milieu qui était très 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 puritain, un milieu donc religieux, où finalement les expressions du corps étaient quasiment interdites et où elles étaient vues comme étant presque une expression démoniaque, j'allais dire. Donc j'ai été élevé dans des collèges catholiques en France, en Bretagne. De l'âge de 3 ans, je suis sorti à 17. Et là, j'ai vécu pratiquement la vie, je dirais presque d'un séminariste, pratiquement, bien que je me destinais absolument pas à cette voie. Donc, tout ce qui pouvait être expression corporelle était quasiment suspect. Surtout à cette époque, je suis pas tout jeune, donc à l'époque où je faisais ce collège, le corps était tellement tabou que précisément ça m'a donné une sorte d'urgence, d'envie de comprendre ce
qu'était ce corps et de l'explorer jusqu'au bout de ses sensations, de ce qu'il pouvait m'offrir comme joie ou bien comme savoir, comme compréhension de la vie. Et je me suis aperçu très vite que c'était un instrument tellement extraordinaire, tellement exceptionnel, que c'était tout à fait peut-être je sais pas, une source de satisfaction et de joie d'entreprendre, d'aller dans la connaissance du corps et de son lien avec l'esprit, puisqu'on avait séparé dans mon enfance le corps de l'esprit. On devait toujours être parfaitement intellectuel, parfaitement spirituel, mais le corps, c'était juste cette espèce de vague support qui servait à parler ou à dire les choses de l'esprit ou de la religion ou de Dieu, mais surtout pas quelque chose qui pouvait faire jouir, qui pouvait faire comprendre, qui pouvait donner une information sur l'autre et qui pouvait être un moyen de communication particulièrement privilégié. Est-ce que ça vous a fâché avec la démarche spirituelle, cette enfance apparemment un petit peu dure quand même? Oui, c'était très dur. C'était très dur? Oui, vraiment, oui. Mais non, pas du tout. Pendant ces temps, j'ai eu une révolte absolument adolescente, farouche. Je voulais... Peut-être très nécessaire d'ailleurs. Oh, oui, vraiment, c'était vraiment très remonté, jusqu'à 28-30 ans. Et puis à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup aux philosophies orientales et donc aussi aux sciences et certaines sciences spirituelles qui m'ont fait relativiser complètement ça. Et je me suis rendu compte que le message du Christ n'était absolument pas le message de ceux qui le portaient. Et donc j'ai fait la différence. Et cette différence, ça m'a permis de pacifier et au contraire de regarder avec beaucoup de, je dirais, peut-être de gentillesse, de compréhension des personnes qui sont restées peut-être encore rigidifiées par ces principes très étroits sur la sexualité, la morale, le comportement du corps, ce qui se fait, ce qui se fait pas, etc., etc. Lorsque vous étiez un petit garçon et que vous vous projetiez, vous plus tard, souvent les enfants disent quand je serai grand, je serai ou je ferai, qu'est-ce que vous imaginiez pour vous? Rien. Pas de rêve? Pas d'avenir. Non, parce que... Pas d'avenir? Non, franchement non, parce que j'étais tellement abîmé par mes professeurs qui me traitaient d'une nullité totale. J'étais nul dans mon écriture, j'étais nul dans mes savoirs donc scientifiques, j'étais nul dans mon comportement avec mes camarades et avec les religieux avec qui j'étais. Donc finalement, c'est comme si je n'avais pas d'avenir. Donc je ne m'étais même pas autorisé à me voir dans l'avenir, dans un métier quelconque. Alors comment vous avez fait vos choix de vie? J'ai pas eu de choix. C'était des opportunités qui m'ont été présentées et que j'ai dû prendre pour survivre matériellement, dire manger économiquement. Donc d'abord vous avez cherché à avoir un métier qui vous ait mangé. J'ai fait 14 métiers, des petits métiers, si vous voulez, pour essayer de m'en sortir pendant 5 à 7 ans. Et puis, petit à petit, la voie s'est montrée par cette potentialité de caractère qui était intrinsèquement enfouie et qui, comme je vous le disais au début de l'émission, est ressortie petit à petit pour me montrer ce que je pouvais faire, ce que je savais faire. Autrement dit, vous avez contacté intuitivement des points forts, des talents, en quelque sorte, que vous aviez. Exactement, talents. Quel type de talent? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont aidé à découvrir vos talents? Tout le monde m'a aidé à découvrir les talents. Il y a même ceux qui m'ont éduqué aussi durement. Ils m'ont aidé justement à aller voir au fond de moi-même ce qu'il y avait. Sincèrement, je crois que j'ai le talent de voir autrui. Le potentiel dans l'autre. Oui. Quand j'étais même à 10-12 ans, on me demandait souvent d'interpréter des rêves. J'interprétais très très bien les rêves. L'écriture, tout de suite, à 17-18 ans, je voyais très bien une écriture ce qu'elle pouvait dire. Donc très très jeune, j'ai pu utiliser comme une nature, le fait de voir à travers des outils qui sont l'écriture, qui sont donc l'investigation des rêves, qui est l'onirologie, qui est la graphologie particulièrement, où j'ai commencé comme ça. Et après, je me suis autorisé à aller un peu plus loin. Est-ce qu'il y a des gens qui ont cru en vous et qui dans votre vie ont fait la différence? Des gens qui vous ont inspiré aussi, peut-être existants ou ayant existé? Cru en moi, non. Cru en une fraction ou une portion de moi, oui. Mais encore, que veut dire ce moi? Ça encore, c'est une question très centrale parce que cru en cette personne ou en ce qu'elle pouvait peut-être apporter jusqu'à un certain point, oui, mais c'est très partiel. Je n'ai pas le sentiment d'être vraiment reçu, ni encore maintenant
tout à fait compris dans ce que je tente de porter à la connaissance d'autrui. Je n'ai d'ailleurs pas la prétention non plus d'être compris. Je sais très bien que comprendre qu'on n'est pas compris, c'est comprendre. Oui, mais Maxence Brûlard, c'est quand même votre vision du monde. Après tout, il y a Oui. des gens qui se sentent compris. Ça n'est pas votre cas, alors même que vous avez du succès dans ce que vous faites. Non. Autrement dit, c'est quelque chose qui s'est inscrit dès votre enfance en vous, ce doute. Oui, certainement. Et après, j'ai vérifié que ce doute n'était pas seulement un doute de nature psychologique qu'on apprend avec les données psychanalytiques ou autres. C'était beaucoup plus important que ça. C'était un doute plus central, plus essentiel, plus spirituel. Je l'ai su en faisant particulièrement un voyage de Dharamsala, donc dans ce qu'on pourrait appeler maintenant le Tibet spirituel, où là, ces choses sont vraiment ressorties. Est-ce que c'est pour vous aider vous-même en quelque sorte, ou bien que vous avez eu envie d'aider les autres? Sûrement. Ça venait de cette blessure-là? Sûrement, oui. Vous pensez que c'est le cas de la plupart des gens qui rentrent dans la relation d'aide ou dans le guidage psychologique? Oui, non seulement je pense que c'est la plupart des gens qui font ce genre de métier, mais je pense aussi qu'il faut qu'ils aient une blessure, ou en tout cas, il est nécessaire qu'ils aient connu un certain nombre de souffrances, donc pour précisément comprendre ce que l'autre vit lorsqu'il souffre. Si vous n'avez jamais connu une souffrance, je dirais, un petit peu sérieuse dans votre vie, comment voulez-vous rentrer dans la conscience de quelqu'un qui souffre beaucoup plus que vous, sérieusement? Vous rentrez que superficiellement ou que intellectuellement. Et je pense que c'est très dangereux. Des psychologues qui n'ont par exemple jamais rien vécu qu'une tranquille petite vie bourgeoise dans leur enfance, abritée de tout, je ne sais pas trop ce qu'ils peuvent offrir. Je suis en train de chercher, c'est pour ça qu'on entend des bruits de papier, je suis en train de chercher une analyse que vous avez faite de Mandela. J'ai trouvé vraiment intéressant. Oui. Vous disiez au fond... le visage gravé de souffrance. Visage, exactement. Oui. Et que c'est cette souffrance-là qui l'a rendu ouvert et en compassion, et au fond qui a fait qu'il a pu apporter autant, qu'il apporte autant. C'est un très grand charismatique de notre époque, oui. Ouais. Et donc, la souffrance l'a forgé, au fond, a forgé son charisme. Son charisme, et donc cette espèce de supériorité aussi que certains êtres trouvent parce que justement ils ont réussi à trouver dans la souffrance la force de la puissance qui en résulte en l'explorant complètement et en ne la niant pas, en ne la refoulant pas, en ne l'inhibant pas, en ne la castrant pas, en voyant le contenu et en voyant la transformation possible. Oui, en même temps, c'est ça qui a fait tous les martyrs, les autoflagellations. C'est abominable. Bien sûr. Est-ce qu'on peut justifier ça de cette façon-là? Autrement dit, est-ce qu'il faut aller au-devant de la souffrance pour grandir? Ah non, ça c'est tout à fait. Non, alors, surtout pas pour jamais de la vie. Le corps est un temple infiniment précieux, donc on respecte, c'est comme un instrument de musique, donc on en prend le plus grand soin. Non, c'est pas du tout dans ce sens-là. L'autoflagellation, alors vraiment, ça c'est le masochisme le pur, qui soit spirituel, mais qui soit donc psychologique ou affectif, il n'y a rien de pire. Mais en revanche, ne pas refuser la souffrance qui vient, c'est aussi connaître la joie qui vient aussi. Vous ne pouvez pas connaître des moments de joie qui ne sont pas le plaisir sans avoir épuisé en quelque sorte toute la souffrance qu'on vous met en quelque sorte comme épreuve, que la vie vous met comme épreuve. Vous avez pardonné à ceux qui vous ont maltraité dans l'enfance? Je n'ai pas eu à pardonner. Le pardon ne s'est pas posé comme question. La compréhension de la chose complète donc peut être vue comme une sorte de pardon permanent. Si on pardonne, c'est que déjà on se met dans la situation de se dire qu'on n'a pas automatiquement tout compris ce qu'on pardonne. Si on a vraiment compris ce qui s'est passé, on n'a plus besoin du pardon parce que le pardon finalement c'est, je pense, le fait qu'on n'a pas compris véritablement la relation qu'on a eue avec ceux qu'on tente. Donc c'est comme si on se mettait en situation haute par rapport à eux, oui, c'est ça? Oui, je vous pardonne, n'est-ce pas? Je te pardonne, tu as fait du mal, je te pardonne. Pourquoi ne pas épuiser ce mal, aller jusqu'au bout? Naturellement, à ce moment-là, donc la question difficile se dissout. Elle se dissout et le pardon n'a plus aucun sens. Il y a une dissolution, en quelque sorte, du conflit lorsque on va jusqu'au bout de ce conflit. Le pardon vient quand on n'a pas été jusqu'au bout d'un conflit. Je suis convaincu. Maxence Brûlard avec nous dans Chemin de Vie.
C'était Laurent Voulzy, une héroïne. Nous sommes en compagnie de Maxence Brulard et nous parlons cet après-midi notamment de la communication non verbale, des gestes aussi, des gestes de la séduction. C'était le titre du livre que vous avez écrit il y a déjà quelques années, c'est pour ça que je parle au passé. Il faudrait peut-être le réactualiser, encore que les gestes de la séduction changent-ils avec les époques, Maxence Brulard? Non, pas trop. Les gestes fondamentaux de la séduction sont immuables. Ils sont en quelque sorte inscrits dans la nature humaine la plus profonde des différences des genres, et de ce fait simplement ils s'aménagent parce que nous vivons dans une culture différente, avec une matérialité très grande, avec des technicités, avec des outils de communication qui permettent d'enrichir les gestes de séduction ou de les négocier différemment. Parce que évidemment, dans notre contexte actuel, comme nous sommes habillés, comme nous vivons avec les voitures, avec les instruments et Internet, ça change. Les comportements changent un petit peu culturellement, mais les gestes de séduction naturels restent immuables. Alors, il y a un certain nombre de comportements et de gestes qui disent à l'autre approche, n'approche pas, ouverture, fermeture. Oui. Et tout se joue tout le temps, pas seulement d'ailleurs dans le comportement amoureux. Non, pas du tout. Pas que dans la relation amoureuse, mais dans toute transaction relationnelle. Absolument. Et donc, si je reprends votre idée, ces gestes sont quasiment, ces attitudes sont inconscientes, or nous sommes tout le temps en train de les jouer et de les vivre. Oui, c'est pour ça qu'un observateur sagace, peut très très vite tirer avec pertinence les signaux de l'autre et organiser sa propre communication, non seulement en fonction d'un discours verbal apparent ou formel, mais bien en fonction des micro-gestes ou des macro-gestes que l'autre démontre et qui devraient lui donner la couleur même de la manière dont il peut organiser au mieux la relation. Parce qu'à quoi servent en fait ça sert de repérer. Oui. Ça sert à quoi? Ça sert à gagner un temps phénoménal dans la communication. Ça sert à éviter des erreurs graves, même gravissimes, de projection ou d'interprétation sauvage. Donc si on repère bien ce que l'autre dit, on ne va pas, par exemple, insister dans une direction qui à l'évidence est fermée, parce que chacun a le droit de fermer la porte de sa maison, et même à double tour s'il a envie. Donc on reste à l'extérieur de la maison, et puis c'est tout, par exemple. Quand vous êtes à l'extérieur, quand vous regardez en observateur une relation, une transaction entre un homme et une femme, oui. Qu'est-ce qui vous montre qu'ils sont en ouverture ou en fermeture? Déjà la position dans l'espace, très simplement, des gens qui se mettent à grande distance l'un de l'autre physique et qui mettent aussi des objets séparatifs montrent en tout cas pas qu'ils cherchent une relation très proche. Donc instinctivement, la première manifestation, c'est l'espace. L'espace va se rétrécir de plus en plus, de plus en plus. Ça, c'est la proxémie. Et après, les gestes vont organiser une tension de la tête, une tension des épaules, une tension de la cage thoracique vers l'autre. La femme et l'homme, d'ailleurs même la femme particulièrement, va montrer des signaux d'ouverture oculaire, d'ouverture des narines, d'ouverture de la bouche, qui sont peut-être de 2 ou 3 millimètres, donc à peine perceptibles. Ce sont des frémissements oculaires. Il faut juste les capter. Oui, juste les capter. Alors, donc l'homme qui est à ce moment-là très perceptif et assez fin et qui a cette féminité en lui, peut se dire, tiens, effectivement, cette personne commence à se sentir un peu concernée par moi-même, et à ce moment-là, il sait que il est en tout cas écouté, donc l'attention est là, et l'attention, l'écoute, le regard, c'est déjà un début d'acceptation d'une certaine intelligence masculine dans le féminin et vice-versa. Mais être conscient de cela, est-ce que ça n'est pas brouiller les cartes? Car au fond, ce langage est peut-être fait pour que on le parle, si j'ose dire, ou qu'on l'utilise d'une façon inconsciente, de façon à ce que ça reste extrêmement spontané. Ça reste tout spontané, mais ça clarifie les cartes. Vous devenez plus vigilant, vous devenez plus conscient, vous devenez plus maître en quelque sorte aussi du jeu. Ça ne veut pas dire que vous êtes un manipulateur, ça veut simplement dire que vous commencez à vous écarter aussi de toutes les manifestations ou tous les rituels de séduction qui vous apparaissent superficiels et dans lesquels s'épuisent beaucoup de gens au niveau culturel, par exemple. Et vous revenez à un niveau de communication qui est très naturel, très, très fondamental, parce que vous connaissez précisément ces signaux. Si vous connaissez ces signaux et que vous connaissez leur valeur ou leur utilité plus ou moins grande
pour vous, peut-être que vous n'avez plus besoin de ces signaux parce que vous n'avez pas non plus l'envie de séduire. N'oublie pas, on parle bien de séduire, on ne parle pas de charmer, ce n'est pas pareil. Quelle différence faites-vous? Ah, elle est fondamentale. Séduire, c'est réduire, c'est toujours prendre l'autre dans son aura. Et l'amener. C'est le capter, c'est donc le phagocyter quelque part. On le séduit, donc on le réduit. N'oublions pas que le mot séduction, juridiquement, était quelque chose qui était coupable. Bah donc, oui, on disait séduire bien une évidemment, femme, séduire mais une ça voulait femme, dire... la suborner, c'était oui. la dominer, c'était donc tirer La les avantages posséder, sexuels d'elle d'une manière qui était très manipulatoire. Donc entre séduire dans ce sens-là et donc la séduction de, je sais pas moi, d'une biche et puis d'un cerf ou bien de singe, c'est pas du tout pareil. Il y a une sorte de charme naturel et aussi des gestes rituels nécessaires pour entrer en copulation pour la survie d'espèce. Faut pas oublier tout de même que la démarche sexuelle au départ était fondamentalement organisée pour la perpétuation des sexes. Donc il fallait des gestes préparateurs qui permettaient à la chaque rencontre. Oui, la rencontre. Et ces gestes-là, quand on les voit chez les animaux, on est parfois émerveillé parce que ils ont gardé un rituel de séduction que nous, parfois, humains, avons, mais malheureusement, nous sommes beaucoup plus vulgaires qu'eux. Bah dans les boîtes de nuit, c'est pas toujours délicat, je veux non, dire. vraiment pas. Alors qu'en fait, le ballet chez les animaux, c'est superbe. Ça peut être magnifique. Je ne sais pas si vous avez vu comment un cerf aborde donc une biche quand il a réussi à la conquérir, mais c'est une beauté absolument fabuleuse. Je reviens encore à ce langage-là. Par exemple, vous, consciemment, vous utilisez un certain nombre de postures et de signaux pour envoyer des messages à quelqu'un en face? Non, parce que... c'est tentant, franchement, quand on sait ce que vous savez. Non, parce que ce sont des choses qui sont complètement intégrées chez moi. Donc, en même temps que je vous parle, en même temps, je sais très bien le mouvement que je fais, et en même temps, je ne le contrôle pas, parce qu'il est ce que la personne est. Et donc, il n'y a plus de raison à ce moment-là de faire justement une rupture de cohésion entre un discours et entre un geste, puisqu'on est totalement en synergie entre ce qu'on dit et ce qu'on émet dans ces signaux non-verbaux. Au moment où on comprend bien ces mécanismes, ça permet justement d'approfondir la conscience et de savoir d'où viennent ces signaux. Quelle est la pulsion émotionnelle? Quelle est l'intention réelle? Quelle est la véritable idée derrière la tête qui fait peut-être qu'un geste va être plus ou moins juste, plus ou moins harmonieux, plus ou moins organisé, plus ou moins gauche? Une fois que ces choses-là sont claires et qu'on a commencé à clarifier ce que signifie un geste et ce que signifie l'émission de ce geste et la cause de ce geste, naturellement, on fait une réunion entre le corps et l'esprit. Qui sont ces gens? Qui sont les gens qui ont recours à vous, qui viennent apprendre le langage du corps? Alors, par exemple, il y a donc... Dans quel but, par L'année exemple? dernière, il y a eu donc, j'ai donné un cours assez important à une dizaine de responsables donc d'entreprises à Genève. Il y avait des ressources humaines et il y avait donc des directeurs d'entreprises et ces personnes, en fait, venaient parce que elles voulaient avoir un instrument de recrutement performant et surtout ne plus se tromper. Ces gens étaient tout à fait ouverts, très conscients des projections qu'ils pouvaient faire, et vu l'obligation d'éthique qu'ils avaient pour recevoir des candidats, eh bien ils se sont dit que peut-être il y avait là quelque chose à trouver. Et effectivement, on a fait un magnifique travail ensemble. Le cours s'est d'ailleurs doublé, et on a pu aborder toutes les, je dirais aussi toutes les invraisemblables choses qu'on dit sur une jambe par-dessus l'autre, ou bien ces personnes à qui on donne des injonctions pour se comporter lorsqu'elles doivent postuler un emploi. On a complètement mis ça à plat. Oui, enlevé ça. Et puis aussi montrer comment c'est grave de dire de quelqu'un, vous avez le bras qui est sur votre cuisse maintenant, donc ça veut dire que... Oui, vous faites pas ça, vous? Non. Parce que, je vais vous dire, un geste, par exemple, que vous faites, il est lié à quoi? Il est lié au contexte. J'ose plus bouger. Non, il est lié au contexte. Je suis un peu coincé. Il est lié au contexte. Donc, il peut y avoir 3 ou 4 raisons à ce geste. Ouais. Vous pouvez d'abord être fatigué simplement, parce que votre journée est épuisante, et c'est 6 heures du soir. Première, pourquoi on s'appuie sur son propre bras? C'est juste. Deuxièmement, vous pouvez rechercher un peu de chaleur humaine sur votre propre cuisse, parce que vous n'en avez pas autour de vous. Deuxième chose. Troisièmement, vous avez une petite défense parce que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec l'autre, alors ça vous projette tout de peu le coude et ça montre un léger désaccord, un reste désaccord potentiel. Il faut donc arriver pour l'observateur,
Je prends 3, mais il peut y avoir encore d'autres possibilités. Donc le même geste peut signifier Oui. 2, 3, 4 choses différentes. Oui, c'est ça qui est très important. Selon Voilà. le contexte, par Absolument. exemple. Donc il y a une signification qu'on pourrait qualifier d'intrinsèque et qui est la dernière qu'on va trouver et dire comme telle une fois qu'on aura complètement étudié le contexte. Il est normal, si quelqu'un vous agresse dans la rue, de mettre votre bras devant votre visage pour ne pas être frappé. On ne va pas dire « Ah, mais pourquoi tu te défends, toi? C'est bizarre. Qui c'est qui t'attaque ?» Ben oui. Si on est réellement attaqué, on est réellement attaqué. Et si on est réellement attaqué, il n'y a aucune fausse attitude que de réellement se défendre. Alors prenons l'exemple, Maxence Brûlard, vous êtes en discussion et en échange avec quelqu'un, votre interlocuteur à un moment a un geste ou de défense ou de protection, ou en tout cas vous le voyez comme tel. Est-ce que vous allez en face en tenir compte? Comment est-ce que vous allez agir? Qu'allez-vous en faire au fond de cette connaissance? Je vais en tenir compte tout de suite. Pour moi, je vais voir ce geste comme étant un instrument de communication. Donc, cette personne me communique par son bras, par son geste, par sa respiration, par sa façon quelque chose, en plus de sa communication verbale. Très bien. Donc, je vais évidemment agir en fonction. Ça, c'est complètement stupide de ne pas agir en fonction. Ce qui veut dire que si je vois que la personne, par exemple, a peur, elle peut avoir peur de moi. Après tout, je peux très bien faire peur à quelqu'un, même si je n'ai rien qui cherche à faire peur, mais on peut. Je vais tout de suite, d'après le geste, comprendre ce message et je vais faire tout pour rassurer la personne. Si au contraire l'autre se montre très offensif, assez gonflé, je vais aussi montrer des signaux comme quoi je reçois cette personne comme elle est. Elle peut se montrer, je n'ai absolument, je suis d'accord, je respecte sa qualité, etc. Donc je vais organiser ma propre donc démarche, et verbale et non verbale, et surtout non verbale, c'est beaucoup plus subtil, pour que l'autre se sente bien déjà. À ce moment-là, on obtient ce que les Américains appellent le synchronisme, être en sync. Et ce synchronisme est utilisé d'ailleurs par pratiquement tous les metteurs en scène avec leurs acteurs, parce que lorsque les deux acteurs qui doivent communiquer sont vraiment ensemble, ça veut dire que la communication émotionnelle est passée. Et quand la communication émotionnelle est passée, par la communication sensorielle et intellectuelle, alors on sait que ça va être bon, parce que c'est vrai, parce que tous les instruments de communication sont en synchronicité. C'est plutôt bon signe, alors on a les doigts croisés tous les deux sur la table du studio. Ça veut dire qu'on relie les forces contraires. Il n'y a rien de plus naturel quand on est en situation de communiquer. On est autour d'une table, on est assis. Où vont aller les mains? Eh bien, elles vont reposer naturellement devant soi. On a un micro, on est obligé de s'approcher. Que voulez-vous faire? Peut-être qu'elles vont s'ouvrir pour communiquer quelque chose, se refermer parce qu'on recherche en soi quelque chose qui est en soi, donc à l'intérieur. Donc on va mettre les mains dans le sens intérieur, on va les mettre dans le sens extérieur. Donc tout un discours, c'est lié à ça, verbal ou non verbal. Barbara Streisand, quelques minutes à passer en compagnie de Maxence Brûlard. Je voudrais que l'on rebondisse encore sur ce que vous disiez par rapport à la séduction, par rapport à ce langage non verbal, ce langage du corps. L'on peut aussi, vous le disiez, éventuellement en faire une manipulation, du moins c'est ce que le public craint. Et lorsque vous entrez dans l'entreprise et que l'on vous demande de décoder grâce à vos informations le langage, l'intention de l'autre, est-ce que ça ne joue pas au fond au détriment? Ça n'amène pas au fond de la suspicion, de la manipulation dans l'entreprise? Ah oui, bien sûr, on a toujours... Et des possibilités de jugement, des outils de jugement? Bien sûr, on a toujours peur qu'on utilise cet instrument merveilleux pour manipuler, vous avez bien dit le mot. Bien sûr, c'est ce que font pratiquement tous les politiciens, excusez-moi, mais ils sont même extrêmement habiles puisqu'ils arrivent à faire mentir leur visage et ils ont donc probablement des conseillers tout à fait pervers qui leur donne cette haute possibilité et ça marche assez bien parce que vu à travers un petit écran, c'est relativement petit, un petit écran et ça passe assez, on ne voit donc pas tous les détails aussi bien quand on voit une personne en face où on peut la toucher, où on peut sentir presque son odeur. Alors oui, on peut utiliser ça pour manipuler, c'est justement le grand danger, c'est d'utiliser cette magnifique science pour faire des manipulations. Que faites-vous vous pour Eh bien, j'en fais un outil donc d'abord de compréhension pour éviter tout jugement et surtout aussi éviter toute interprétation. Donc au fond, si on voit correctement quelqu'un, on ne peut jamais faire ça, on ne peut jamais manipuler, on peut comprendre pourquoi la personne est comme elle est et on peut l'instruire même de la manière dont elle a été conditionnée à
suivent des manipulateurs ou à se manipuler elles-mêmes, parce que beaucoup de gens se manipulent eux-mêmes, se donnent des allures, se jouent des rôles, jouent les Rambo, jouent les intellectuels, jouent les politicards, jouent les gens qui ont du savoir, jouent les gens qui ont l'autorité, jouent les pères, jouent les mères. Donc tous ces jeux de rôle que toute la vie, la plupart des gens donc suivent, de ce qu'on appelle le formel en gros, eh bien justement c'est quelque chose de tout à fait étrange, mais la plupart des gens vivent avec ça. Donc si on met en lumière ce formalisme et sa cause, peut-être qu'on trouve une autre forme de communication. Vous avez devant vous des petites cartes, Maxence Brulard. Oui. Sur chacune d'entre elles est inscrit un mot signifiant, comme on dit. Hein. Oui. Vous voulez retirer 3 J'en retire 3. Voilà. J'en prends une carte, d'abord, voilà. la première. Alors, le mot qui apparaît, le mot, quel est-il? Vérité. Oh, c'est magnifique. Qu'est-ce que ça vous évoque? Eh bien, ça m'évoque le mouvement d'une vie qui est vraiment une vraie vie vécue. Elle doit être tout le temps au service de la vérité. Elle ne doit pas s'écarter de cet immense acte. On peut aussi tuer pour la vérité. Non, non, pas cette vérité qui tue. Une vérité sans compassion, sans amour, ce serait, je sais pas moi, ce serait comme un œil sans orbite ou sans cils ou sans paupières. Ça serait comme ça. Non, non, une vraie vérité, elle n'est pas seulement une intelligence pure et dure comme un diamant qui voit la lumière, mais c'est aussi une intelligence qui arrive à s'accompagner d'une compassion authentique vis-à-vis d'autrui. Autrement, elle est destructrice, comme vous le disiez très justement. D'accord. Deuxième carte. Oui, deuxième carte. Créativité. Vous êtes gâté, vous. Ah, je ne sais pas si je suis gâté. C'est vous qui avez difficile tiré. Que de parler de ces questions centrales. Une chose que j'aimerais dire, c'est que nous sommes dans une société qui se croit créative. Et souvent, on confond le mot inventivité et le mot créativité. Quelle différence c'est de vous? Ah, elle est immense. L'inventivité, elle procède de la mémoire. Et la créativité, logiquement, ne devrait jamais procéder de la mémoire. Ce qui voudrait dire que on ne peut pas être créatif dans la recherche, par exemple. Celui qui trouve n'est pas celui qui cherche. Alors, si on se laisse baigner par, je dirais, un message qui vient au-delà de la mémoire, on est authentiquement créatif. Et donc ça montre de quelque chose de plus profond. Beaucoup plus profond. Vous voulez dire de l'essence de l'être. C'est bien de l'essence de l'être. Et ça, prenons un exemple, juste en quelques secondes. On parle d'Einstein, par exemple. Pensez-vous qu'il était créatif ou que la créativité était quelque chose d'important pour lui? Pas du tout. Simplement, c'était le seul qui avait les yeux et le visage complètement ouverts dans tout le cénacle des scientifiques qui étaient obsédés par la recherche. Il s'est simplement ouvert à l'opportunité cosmique qui lui a donné une extraordinaire charge d'informations dont il a dû ensuite tirer par l'intellection quelque chose de dissible et de communicable. Mais en fait, la créativité, ça c'est une vraie créativité. Très bien, troisième carte. Troisième carte. Troisième mot important pour vous. Jeu. J-E-U. J-E-U. Un jeu. Ouais. Alors, la vie n'est pas un jeu. C'est quelque chose qui pour moi est très important. On ne joue pas. On peut simplement peut-être s'entourer de certains jouets. On peut être enjoué, ludique, mais je pense que nous sommes dans une société qui est très infantile et qui, de plus en plus, est en train de créer des jouets et des jeux pour s'évader de quelque chose qui est profondément important pour l'être humain et essentiel. Et je ne me perds pas, en tout cas, dans le jeu. Dans les jeux. C'est un mot dont vous vous méfiez, visiblement. Oui, considérablement. D'accord. Vous aimeriez quoi, vous, comme mot?